Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur Alsace 20. Nous sommes le jeudi 3 septembre 2020 et dans notre journal ce soir, nous reviendrons sur les tests PCR réalisés depuis ce matin sur le campus universitaire de Strasbourg, alors que le nombre de cas de Covid-19 progresse dans la capitale alsacienne. Les vendanges ont débuté un peu partout dans la région, l'occasion de s'intéresser à l'œnotourisme et de découvrir la vigne autrement. Et puis Sylvain Wasserman, député du Bas-Rhin, est l'invité ce soir de notre grand format. Avec désormais 55,8 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, l'Eurométropole de Strasbourg a franchi le seuil d'alerte rouge en termes d'incidence du virus, selon l'Agence régionale de santé du Grand Est, un chiffre en progression depuis plusieurs jours, notamment chez les jeunes. Dans ce contexte, l'ARS multiplie les sites de dépistage et cible désormais les étudiants. Exemple ce matin sur le campus de l'Esplanade à Strasbourg, Fanny Kunz. C'est une file qui ne désemplit pas. Ce matin, au campus universitaire de Strasbourg, les étudiants ne font pas la queue devant les amphithéâtres, mais attendent un test de dépistage du Covid-19. Un chapiteau éphémère où l'Agence régionale de santé propose des tests gratuits et sans ordonnance, car les jeunes de 20 à 29 ans sont actuellement les plus touchés par le virus, même si la plupart ne présentent pas de symptômes apparents. C'est dans cette optique que Ravière et Eva sont venus se faire tester ce matin. Je travaille dans un laboratoire ici sur le campus et on a reçu le mail pour le dépistage gratuit. Et on a eu quelques cas dans le laboratoire récemment, donc je me suis dit pourquoi pas, parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, je me lance. J'ai déjà fait plusieurs tests sérologiques, jamais la PCR. Et vu que maintenant ça commence la deuxième vague, on appelle, je pense que c'est une bonne idée de se faire tester. Avec la rentrée universitaire, les campagnes de dépistage de l'ARS se multiplient. Objectif, tester le plus grand nombre de jeunes et engager le dialogue sur les mesures sanitaires à respecter. Il faut qu'on aille chercher ces personnes porteuses pour pouvoir casser ces chaînes de contamination. Donc l'étudiant se présente avec sa carte vitale ou sans sa carte vitale. Il est orienté, on prend toutes les informations nécessaires et puis en quelques minutes, c'est un test PCR avec un écouvillon qui est introduit dans le nez. Et voilà, ça ne dure pas longtemps et c'est très simple. Et il a un résultat dans les 24-48 heures. L'Agence régionale de santé installera à nouveau son chapiteau de dépistage le 9 septembre au campus de l'Esplanade à Strasbourg et le 22 septembre au campus d'Illkirch-Grafenstaden. Et suite à la décision du tribunal administratif hier, l'arrêté préfectoral imposant le port du masque dans les 13 communes les plus peuplées d'Alsace prendra fin lundi à midi. Il reviendra ensuite aux maires concernés de définir les lieux et les horaires où le port du masque sera obligatoire. À noter qu'il le reste cependant dans les marchés, brocantes ou lors des rassemblements de plus de 10 personnes dans tout le Bas-Rhin. Les vendanges des vins dits tranquilles ont débuté ce matin en Alsace. L'occasion peut-être pour certains d'entre vous de découvrir les vignes, car de plus en plus de vignerons développent l'œnotourisme. Cécile Motz s'est rendue il y a quelques jours à Zellenberg pour participer à une découverte pas tout à fait comme les autres des vins d'Alsace. Utiliser ses sens pour découvrir le vin, c'est ce que propose la famille Becker. Installée à Zellenberg dans le Haut-Rhin depuis 1610, voilà 3 années que chaque mois les vignerons accueillent une dizaine de curieux pour une visite atypique. L'objectif, découvrir leur savoir-faire. Première étape dans les vignes. Le fait d'avoir un rosier, il avait des pucerons 8 jours avant la vigne, donc vous aviez encore le temps de traiter votre vigne. Mais ça, Et c'est Martine Becker qui présente ses parcelles exploitées en agriculture biologique. Pour mieux comprendre le secteur, les us et coutumes de cette terre viticole, direction le village pour un peu d'histoire. Place ensuite à la visite de la cave. Donc à partir d'ici, on est donc sous la maison ou presque, et on est donc dans une partie de maison qui a été construite dans le style qu'on appelait Haussmann, qui est donc autour de 1800. Et la découverte ne s'arrête pas là, il faut à présent déguster. Après 3 heures, le vin n'aura quasiment plus de secret pour ses visiteurs.
On voit que la famille est implantée depuis très longtemps dans le village et qu'il y a une vraie connaissance du lieu, en plus évidemment d'une vraie expertise sur le vignoble. Et c'était assez convivial et très sympathique. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Donc le vin, c'est pareil. On retrace le parcours de ce produit. On s'est dit que l'expérience de pouvoir avoir le temps de visiter le domaine vignoble, puis la manière de faire les choses, puis après d'avoir ce petit côté où on dînait ensemble, voilà, c'était plutôt intéressant. Une manière pour Martine Becker de partager son amour de la vigne. Beaucoup de gens arrivent et ils aimeraient tout savoir sur le vin, mais c'est pas possible en 5 minutes. Donc je me suis dit, et pourquoi on passerait pas 3 heures à déjà un peu plus dégrossir les choses, mais aussi laisser aux gens l'initiative de poser des questions. Alors je suis pas une cuisinière formidable, mais je me suis dit que les accords vin et mets, c'était une occasion. Alors ça me permet aussi de parler de ces découvertes en marchant un peu, en visitant une cave bien climatisée, et puis en même temps de boire et de manger sans exagérer. Au domaine de la famille Becker, nouvelle découverte sensorielle des vins prévue les 10 et 24 septembre prochains. À 4 mois de la naissance de la collectivité européenne d'Alsace et de la fusion des 2 départements alsaciens, c'est la dernière rentrée politique pour le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, et il pourrait bien briguer la présidence de la future collectivité. On l'écoute. Au regard de cet engagement de longue date sur cette cause alsacienne, je pense aujourd'hui être un des garants de la réussite de ce projet Alsace. Je suis prêt à porter un projet rassembleur, fédérateur pour le territoire alsacien. Mais bien évidemment, tout ça doit se discuter avec les conseillers départementaux qui feront le choix de leurs candidats. Et ce qui est important au-delà des personnes, c'est le projet qui doit rassembler, le projet pour les Alsaciens, pour l'Alsace. Je parlais du service public alsacien, c'est ça qui est fondamental. C'est la vision des politiques publiques que nous portons et c'est les valeurs que nous incarnons. Je crois qu'au-delà des hommes, c'est plutôt ça qui est très important et c'est sur cette base-là que les élus devront choisir le président de la future collectivité européenne d'Alsace. Propos recueillis par Adrien Labi. Et politique toujours avec notre grand format, Lionel Augier a rencontré le député de la 2e circonscription du Bas-Rhin, Sylvain Waserman, également vice-président de l'Assemblée nationale. Il lui fait part de ses idées pour réformer la France. Grand format aujourd'hui avec le vice-président de l'Assemblée nationale, député, Sylvain Waserman, auteur de 7 ouvrages, de ce manifeste, 40 propositions concrètes pour agir rapidement. Autrement dit, le monde d'après commence demain, c'est ce que vous dites. Le monde d'après, c'est le monde d'après Covid. Ça ressemble à quoi ce monde ? Écoutez, en tout cas, il faut tout faire pour que ce ne soit pas le monde d'avant en pire. Et c'est à nous d'agir pour ça. Donc c'est un monde qui doit se réinventer. Il y a eu beaucoup de certitudes qui ont été balayées pendant la crise du Covid. On a imaginé un monde autrement, mais c'est à nous de le mettre concrètement en place. Alors vous proposez 40 propositions, j'en ai listé quelques-unes. On va commencer par le monde de l'entreprise. Vous proposez que la puissance publique soit aux côtés des entreprises. Alors je m'explique, plutôt que le PGA, le prêt garanti par l'État, que l'entreprise finalement devra un jour rembourser, vous dites que la puissance publique devrait prendre des participations dans l'entreprise. Oui, en fait je propose un fonds souverain régional. C'est-à-dire que la puissance régionale, la puissance publique régionale doit pouvoir investir aux côtés des PME pour accompagner la croissance des PME, des grosses PME qui veulent réussir leur développement. Un exemple, ce fonds souverain va mettre 2 500 000 €. Elle devient actionnaire de l'entreprise et l'entreprise rachètera ses parts. C'est ça, avec un prix de sortie, puisque l'idée n'est pas bien sûr de se comporter comme un fonds capitaliste traditionnel. L'idée est d'accompagner ce développement sans priver l'entreprise de la valeur qu'elle crée. On a des possibilités très souples maintenant on peut mettre en œuvre. Alors autre proposition que vous faites, c'est une réserve obligatoire. J'ai trouvé ça intéressant. C'est en substance chaque entreprise qui fait du bénéfice met entre 5 à 30% de son bénéfice quelque part sur un compte et en cas de crise, il y a un petit peu de trésor, quoi. Il s'agirait de se préparer aux prochaines crises en ayant un peu de réserve obligatoire. Ça ne prive pas l'entreprise de sa valeur, ce n'est pas une taxe, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une contrainte, certes,
mais une contrainte de rester plus fort en gardant, plutôt que de remonter en dividende par exemple, en gardant des ressources financières dans l'entreprise. Alors on connaît tous les lourdeurs administratives françaises. Vous en parlez dans votre ouvrage en disant que ça serait bien de mettre des super pouvoirs au préfet. Lorsqu'une entreprise veut se relocaliser, parfois elle baisse les bras en disant c'est trop compliqué, ben là c'est le préfet qui rentrerait en jeu. Alors, c'est une proposition que j'ai faite à Bruno Le Maire. Ce que je propose, c'est que sur les entreprises qui veulent se relocaliser dans cette période si particulière de notre vie économique, le préfet puisse avoir des super pouvoirs pour accélérer ou simplifier des procédures. Aujourd'hui, ce qui bloque des chefs d'entreprise pour développer leur entreprise, c'est pas les impôts, c'est pas les taxes, c'est la difficulté et l'incertitude du poids de notre administration. Faisons confiance au préfet pour, avec les entrepreneurs et avec les élus locaux, décider au cas par cas dans des projets de relocalisation, de simplifier, d'accélérer pour rendre des projets possibles. Une des propositions, c'est une mesure sociale, c'est de dire vous voulez rendre l'intéressement au sein de l'entreprise obligatoire pour les salariés. Alors ça c'est une école de pensée de mon mouvement politique, le MoDem, très forte, qui est de dire on veut une économie humaniste et on veut revoir le partage des profits. Et il y a, dans la promesse gaullienne du général de Gaulle, quand il parlait de l'intéressement et de la participation, on n'a pas été jusqu'au bout de ce modèle. Et jusqu'au bout de ce modèle, j'ai été chef d'entreprise, on avait une logique de dire un tiers pour les actionnaires, parce qu'ils doivent être justement rémunérés des capitaux, un tiers pour les salariés et un tiers pour l'entreprise et son développement. On est dans un partage qui est gagnant pour l'entreprise, parce qu'évidemment, tous les chefs d'entreprise savent que c'est la motivation des salariés qui fait le succès de l'entreprise. On est aux 35 heures depuis quelques années, c'était la fameuse loi Aubry. Vous proposez pour 2021 et 2022 de passer pour certains, et pour certaines entreprises qui seraient d'accord, aux 39 heures pour les bas salaires. Alors on a fait un petit calcul parce que c'est assez intéressant, un SMIC net, c'est 1219 €. Et vous vous dites, celui qui accepte de travailler 39 heures, c'est 45 minutes de plus, gagnera 182 € de plus net d'impôts pour lui et pour l'entreprise. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on a un problème de pouvoir d'achat sur les salaires faibles. Aujourd'hui, on ne vit pas avec un SMIC quand on doit payer son loyer, quand on doit... Et en même temps, on sait tous, économiquement, qu'on ne peut pas juste dire c'est facile, il n'y a qu'à augmenter le SMIC de 15%. Donc je pense que les 45 minutes dont je parle, c'est évidemment un investissement de temps, mais je crois aujourd'hui, dans ce moment précis, qu'il est important, si on est dans des accords d'entreprise, et il y a beaucoup d'entreprises qui le feraient, de dire on augmente les salaires avec le temps de travail de ces 45 minutes, ça représente des sommes significatives qui peuvent être sur 200 € net, qui peuvent être quand même un plus dans la vie de tous les jours. Et je crois que c'est le moment de réfléchir à ça et de laisser la liberté aux entreprises et aux syndicats de le négocier au cas par cas. Volet écologique, on sait que le confinement a révélé dans l'esprit de beaucoup de gens un vrai désir d'écologie. Vous souhaitez une écologie de résultat. L'écologie, aujourd'hui, c'est même plus une question, c'est une nécessité impérative, mais il y a trop de discours et pas assez de chiffres. Comment s'améliore la qualité de l'air sur Strasbourg ? Que devient l'utilisation des pesticides ? Je crois que si on disait aux consommateurs, la moitié de tes achats, ils ont été très verts en catégorie A, et puis il faut que tu t'améliores parce qu'il reste 30% qui sont très, très mauvais, et ben ça le motiverait, parce que je crois fondamentalement que chacun d'entre nous, on est sensible au sujet, mais qu'on est un peu perdu devant la complexité des choses. Qu'est-ce qu'il dit, Sylvain Waserman, le président Macron, à la lecture de vos propositions ? Alors écoutez, moi, il y a une proposition dont vous n'avez pas parlé et qu'il a mis en œuvre en sortie de crise, et j'en suis très heureux, c'est ce que j'appelle le service civique universel. Je crois au service civique, j'étais bénévole 7 ans dans une association de service civique. Il a augmenté de Unicité, une très belle association. Il a augmenté de 100 000 le nombre de places pour les jeunes en service civique, ce qui concrètement va répondre à tous les jeunes qui souhaitent faire un service civique. On est à 150 000, il faut passer à 250 000 pour pouvoir répondre à la demande de notre jeunesse de s'investir dans un service civique. Ça peut être des jeunes qui vont dans des EHPAD, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Exactement, qui accompagnent les personnes âgées isolées aussi. C'est des vrais sujets de société. Cette décision qu'il a prise, moi j'en suis très très heureux. C'était une des propositions fortes en termes d'engagement citoyen qu'on doit prendre, qui a un coût budgétaire, mais c'est une décision volontariste. Je suis très content qu'il l'ait prise et il y en a beaucoup d'autres à prendre encore. Et on termine ce journal avec l'image du jour, signée Oliviane. Les ambassadeurs d'Alsace se sont donné une nouvelle mission, mettre en avant les produits et services locaux pour défendre le savoir-faire du territoire. Et ils lancent cet appel, soyons nombreux à consommer alsacien et à faire tourner l'économie locale. Et pour illustrer leurs propos, leur newsletter mensuel met en avant un secteur et une innovation alsacien. Blonde, blanche, ambrée, brune,
Tous les types de bières sont fabriqués sur notre territoire et choisir une bière d'Alsace, c'est soutenir le savoir-faire et l'excellence de nos brasseurs. L'innovation, c'est un boîtier baptisé Tom. Il vibre et allume une LED rouge lorsque deux personnes ne respectent pas la distance de sécurité et c'est une invention alsacienne. Fin de ce journal ce soir, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez la chronique lifestyle de Vera Bossiac. Tout de suite la météo de Célia Mérimèche et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Excellente soirée sur Alsace 20.